Païta, une des plus anciennes communes du territoire, est aujourd'hui la grande banlieue de Nouméa. Par la voie express, on y est en 20 minutes. 10 minutes de gagner sur l'ancienne route qui emprunte le col de Tongoué. Mais 120 francs le passage n'incite pas les habitants de la commune à utiliser quotidiennement la voie rapide. La vieille route a encore de beaux jours devant elle. À l'entrée du village, les bâtiments scolaires de l'enseignement catholique, cours secondaires, écoles techniques, écoles ménagères, attirent à Païta les enfants de bien des communes, à commencer par Nouméa. Si l'on y ajoute les sections maternelles et primaires de l'enseignement public, on compte au total 2100 enfants scolarisés, la moitié de la population de Païta. Pour la municipalité, c'est une énorme charge. À 30 km de Nouméa, Païta a conservé le charme d'un village de brousse. Une place ombragée de beaux arbres, de vieilles maisons, quelques commerces. Mais rien de nonchalant dans le style de vie du village. L'animation est grande dans la rue principale, à l'arrêt des autobus ou près de la station de taxi. Un fait à noter, en dehors de Nouméa, Païta est la seule commune de Calédonie qui dispose d'une salle de cinéma. Païta offre peu d'emplois salariés. Enseignement, services communaux, travaux publics ou services topo. Alors nombreux sont ceux qui travaillent à Nouméa ou à Tontouta. Quelques emplois, c'est d'ailleurs tout ce que rapporte à la commune la présence sur son territoire de l'aérodrome international. On le constate à Païta avec quelque amertume. Élevage bovin, porc et volailles, culture céréalière et maraîchère font également partie des activités de la commune. Les installations des services ruraux et du Gerdat à Port-la-Guerre confirment cette fonction. 4 tribus dépendent de Païta, Saint-Laurent, Bangou, Ndé et Nanyuni. Les cultures vivrières et quelques emplois salariés constituent la base des ressources de ces communautés. La tribu de Ndé a également mis en place il y a quelques années une société d'élevage. Depuis quelque temps déjà, la municipalité de Païta aimerait faire du tourisme un pôle de développement, fournisseur d'emplois. Mais ces efforts sont jusque-là demeurés vains. On ne parle plus du projet d'un hôtel international à Tiaré. Païta doit donc continuer à se contenter d'offrir un cadre pour résidences secondaires au Montmou ou à Tiaré et d'offrir les plages d'Ongoué et de Naya aux baigneurs du dimanche. Du spectacle, les 2500 personnes réparties autour du circuit de Païta en ont eu à l'occasion du premier rallycross organisé par l'association sportive automobile de Païta. Au menu, 4 démonstrations de speedway, 5 de stock car avec comme plat de résistance le rallycross, proprement dit, disputé par 12 pilotes, 7 en catégorie de 1600 cm3 et 5 en catégorie de moins de 1600 cm3. Les spectateurs ont été comblés puisque 17 courses étaient inscrites dans cette discipline avec une super finale qui a réuni 8 voitures mais qui n'a pas compté pour le classement car les meilleurs pilotes partis en dernier n'ont jamais pu remonter le peloton. En catégorie moins de 1600 cm3, la victoire est revenue à Delatière. Deuxième, Dany Blanchet. Troisième, Maga. En catégorie plus de 1600 cm3, premier Lefebvre, deuxième Boulanger, troisième Collat. La super finale a été remportée par Maga. Pendant toute la journée d'hier, le collège Sainte-Marie de Païta a vécu au rythme de la fête. Fête du départ des classes terminales qui vont passer leur bac, mais fête surtout du centenaire du collège. C'est en effet au mois de mars 1888 que le frère Luis Antonio, chassé de Yaouré, s'installa dans les bâtiments de la pénitentiaire. Ces anciens bâtiments ont maintenant totalement disparu et c'est dans la cour de récréation ouverte vers la brousse qu'hier après-midi, les 650 élèves et les 40 professeurs du collège ont fêté 100 ans d'existence, mais aussi 100 ans de réussite scolaire de Sainte-Marie de Païta. Laisse ta famille, va dans le pays que je te montrerai.
Pierre, ce jeune né au Vietnam il y a 28 ans, a médité cette phrase adressée par Dieu à Abraham, le père des croyants. Il y a 10 ans, il a dû en effet quitter son pays et sa famille et partir sans savoir où il allait. Arrivé à la Tontouta le jour de l'Assomption 1975, Pierre était ordonné prêtre le 16 juillet dernier en la fête de Notre-Dame du Mont Carmel. Non seulement pour le peuple de Dieu, mais aussi pour le monde entier. Après la grande prière de la litanie des saints, voici le moment essentiel de l'ordination, celui de l'imposition des mains par Monseigneur Calvet et les nombreux prêtres présents, ceux du diocèse de Nouméa et ceux venus de très loin parfois pour cette cérémonie. Moment d'intense émotion pour les prêtres et pour la très nombreuse assemblée présente pour cette magnifique occasion. Le jeune prêtre reçoit alors les insignes de sa dignité, étole et chasuble. Ses mains sont consacrées avec le Saint-Crème. Désormais, le père Pierre Ngo peut célébrer la messe, pardonner les péchés. La communion, le moment important de la messe. Chaque jour désormais, à Païta, à Nouméa ou ailleurs, ce jeune prêtre donnera le corps du Christ aux chrétiens. Chaque jour, il célébrera la messe, centre de la vie du prêtre. Pierre Ngo, un signe d'espérance pour notre territoire, une grande grâce pour notre Église en Nouvelle-Calédonie. Quel est votre... Ça tourne ? Mon père, quel est votre sentiment ? Eh bien, je suis très ému. Et ému parce que la prière, le soutien que tous les fidèles viennent m'apporter, et aussi je sais qu'il y en a beaucoup qui s'unissent avec moi pendant la prière, pendant ce temps-ci. Je suis très ému, bien sûr. Le moment le plus important de cette cérémonie, quel est-il pour vous ? C'est le moment où je puisse dire les paroles de consécration, ceci est mon corps et ceci est mon sang. C'est la parole de Jésus que je puisse répéter aujourd'hui. Entre mer et montagne, la commune de Païta est éclatée sur près de 70 000 hectares. C'est sans conteste l'une des plus vastes et des plus dispersées du territoire. Rurale longtemps en sommeil, Païta est devenue rapidement suburbaine, tant par sa démographie en progression constante que par les perspectives d'un avenir qui l'inscrit dans une intercommunalité avec le Grand Nouméa. En 10 ans, sa population très hétérogène a augmenté de plus de 30%. Les quelques 10 000 habitants sont répartis entre 5 villages et 4 tribus, plus de 50% en moins de 25 ans. Païta, qui donne son nom à la commune, n'engage pas à la flânerie. La route territoriale numéro 1 traverse une localité qui ne s'anime qu'aux sorties des écoles. Explication, la nouvelle équipe municipale en place depuis 1995 a eu bien d'autres priorités. Électrifier et amener l'eau sur l'ensemble de la commune ou encore construire des logements sociaux, enfin des écoles et des infrastructures sportives pour les 4 500 élèves des 16 établissements du public et surtout du privé. Aujourd'hui, le village est sacrifié du fait de la construction de la Save Express. Il ne cesse de péricliter, même s'il reste le pôle principal. Selon la mairie, l'équipement, l'embellissement sont budgétés, mais compte tenu d'un contexte politique très délicat, la contribution du territoire se fait attendre.
Bonsoir, En Commune vous invite aujourd'hui à Païta. Païta qui est l'une des premières terres d'établissement colonial, c'était au 19e siècle. Nous nous trouvons en ce moment devant la plus vieille maison de Païta, celle du colon James Paddon. C'était un Anglais qui s'est installé ici au 19e siècle et cette maison a un petit peu plus de 140 ans. Bien sûr, James Paddon n'est pas le seul colon qui s'est établi en particulier en Nouvelle-Calédonie et bien sûr à Païta. Il y a eu d'autres familles, notamment la famille Palladini. C'est une famille d'origine corse. Ils se sont établis au 19e siècle. Le grand-père de Benjamin Palladini, qui est le doyen de la commune, que nous allons rencontrer dans quelques instants, son grand-père était donc déporté. Il s'est marié ici à Païta. Rencontre. Mon grand-père est arrivé en 1875 avec ma grand-mère à Païta. Ils ont commencé à faire de l'élevage. Il y avait du bétail, ils ont acheté du bétail, ils avaient des chevaux et ils sont installés ici dans le centre du village. Et mon père et ma mère se sont mariés ici à Païta en 1913. Je suis né à Païta, là, où il y a le snack Maria maintenant. À l'âge de 4 ans, j'avais 4 ans, mes parents ont changé, sont venus habiter ici. Ici, où je suis, c'était l'hôtel de la Poste. J'allais à l'école communale, et puis après le certificat d'études, naturellement, il n'y avait pas de cours supérieur. On était obligé d'aller à Nouméa. On partait le matin à 5h30 avec le petit train, et on arrivait des fois à 8h à Nouméa. Le petit train a commencé en 1913. En 1913. Et c'est-à-dire qu'il a relayé la diligence. Quand mon père faisait la diligence... C'est votre père qui avait une diligence? Oui, il avait pris la suite de mon grand-père. En 1878, mon grand-père faisait la diligence. Il y avait beaucoup d'habitants à Païta à l'époque? Vous savez, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de monde. Parce que dans les 70 familles que j'ai recensées, on ne se fréquentait pas beaucoup, on était espacés les uns des autres. Est-ce que vous aviez des relations avec les tribus qui étaient autour? Ah, mais les indigènes venaient le samedi, parce que le prêtre, à ce moment-là, c'était le père Noblet qui avait. Il obligeait les indigènes à venir à la messe le dimanche. Il y avait une centaine d'indigènes, au moins 100, 120 indigènes qui venaient à la messe le dimanche. On dit que la moitié du village de Païta vous appartient, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Tout ce que j'ai, c'est ici. J'ai acheté à mes parents l'hôtel. L'hôtel n'était pas comme ça dans le temps. J'ai tout démoli et j'ai tout reconstruit. Et j'ai travaillé parce qu'il fallait que je fasse tout. Je faisais le taxi, je roulais sur ligne, je faisais le cinéma, je servais au magasin, je servais au bar, je faisais l'épicerie, je faisais tout ça. Je n'avais pas de repos, pas de repos. Parce qu'à ce moment-là, personne ne voulait faire le taxi, personne ne voulait emmener les indigènes dans leur tribu. J'étais le seul à aller sur les réserves, on les emmenait. Je n'avais pas peur et ils ne me faisaient pas de mal. Les indigènes avaient confiance en moi. Pendant la guerre, enfin la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que le village a évolué? Vous avez reçu des Américains ici ou pas? Oh oui, oh là là. Et à Païta, il y avait 20 000 Américains. Vous vous rendez compte, la population a été noyée, il n'y avait rien que des Américains. Ils venaient ici en convalescence. Parce que quand il y avait la guerre à Guadalcanal, là, il y avait beaucoup de blessés qui revenaient. Vous avez passé toute votre vie à Païta. Pourquoi ne pas vous être installé ailleurs? Il fallait que je continue ce que mes parents avaient commencé. L'œuvre de mes parents, le commerce. Vous n'avez jamais eu envie d'aller ailleurs? Non. 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 Je suis toujours resté là. Je suis toujours resté à Païta. Païta n'a pas seulement été une terre d'établissement colonial, elle compte aussi 4 grandes tribus qui font toutes partie de l'aire linguistique Djoubéa-Caponais. Ndé, Nanioni, Bangou et Col de la Pirogue Saint-Laurent, voilà les 4 tribus que compte Païta. Elles font partie de la grande aire linguistique Djoubéa-Caponais qui va de Tontouta au nord à l'île des Pins au sud. Sur la région de Païta, le grand chef s'appelle justement Clément Païta. C'est sa famille qui a donné son nom à la commune.
Le grand chef n'en tire aucune fierté particulière, ça s'est fait il y a très longtemps. C'est simplement le village de Païta qui a pris le nom de la famille Païta. Hein. Donc, on dit Païta, mais on le prononce à la langue, hein. C'est le Powita, quoi. Hein. Alors, c'est à partir de là que le nom du village de Païta est resté. Le grand chef Païta vit lui à Saint-Laurent, col de la Pirogue, une tribu d'agriculteurs. Au temps des vieux, c'était une tribu qui servait de, je ne veux pas dire de campement, mais par rapport aux cultures, parce qu'il faudrait dire qu'à l'époque, on faisait beaucoup les taroudières. Donc, les gens de tribu de Saint-Laurent, ils venaient, et puis on restait ensemble ici. Et le matin, tout le monde partait dans les taroudières. Et le soir, tout le monde était là jusqu'à ce que la saison des taroudières soit terminée. Les 4 tribus de Païta ont gardé un mode de vie traditionnel. Aux portes de Nouméa, il est donc toujours possible de découvrir le mode de vie kanak, même si la plupart d'entre eux travaillent à Nouméa. Païta ne se trouve qu'à une trentaine de kilomètres de Nouméa. Ce n'est déjà plus tout à fait la grande banlieue, mais c'est déjà bien la brousse. Ici, on fait de l'agriculture et on innove, à l'exemple des fraisiers de Païta, une exploitation fruitière dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle, des fruits très appréciés des Calédoniens. On innove encore avec les melons de Cavaillon. Cette fois, ça se trouve toujours à Païta, mais à la Tamois. Le roi des cucurbitacées, c'est lui. Le Charentais, on le reconnaît à son aspect lisse et vert tendre. C'est le haut de gamme du melon dit de Cavaillon. Denis Renaudat expérimente cette culture depuis 1 an et espère bien produire d'ici peu 10 tonnes par mois. Il y a 18 ans que je cultive du melon type Cavaillon, notamment à Saint-Domingue, au Venezuela, au Brésil. Tout ça pour du contre-saison sur l'Europe. J'ai décidé de venir en Calédonie pour me rapprocher du Japon parce que de Saint-Domingue, j'avais déjà un marché au Japon. Tu peux commencer à charger, Bruno, s'il te plaît? Pour l'exportation au pays du soleil levant, les exigences sont nombreuses. Une surveillance stricte des produits chimiques utilisés pour sa culture, une manipulation délicate pour éviter toute tache ou coup, la qualité d'une chair très sucrée, un emballage soigné et une bonne traçabilité. Denis, qu'est-ce qui se passe là? Au niveau de la station d'emballage, on lave, on sèche. Ensuite, les melons d'aujourd'hui vont passer à l'affinage, donc un passage en frigo. Les melons de la veille passent à l'emballage définitif, calibrage, stickage et prêts à être livrés à Nouméa, à l'export. Pour le moment, il n'existe aucun label sur le territoire pour le melon. C'est pourtant ce que ce melonnier aimerait avoir, ce qui faciliterait encore plus l'exportation. Les Japonais, comme les Anglo-Saxons, y sont très sensibles. La production cette année devrait s'étaler sur 8 mois, au terme desquels 80 tonnes pourront être produites. Et comme chez les Renaudat, c'est avant tout une histoire de cœur, l'exploitation est ouverte au public qui pourra se rendre compte, dégustation à l'appui, que le melon dit de Cavaillon, il est vraiment bon. Nous sommes au pied du pont de la Tontouta et à quelques mètres de là, de l'autre côté de la rivière, il y a la propriété Pierson. Dans cette famille, on cultive les palmiers depuis des générations. De père en fils, on se communique cette passion. Les Pierson possèdent des centaines d'espèces différentes de palmiers, certains qui sont extérieurs au territoire, d'autres au contraire qui sont des palmiers endémiques. Et on peut se douter que les collectionneurs qui viennent ici sont nombreux. Si l'on en croit les spécialistes, le palmier n'est pas un arbre, mais une herbe qui a prodigieusement réussi. C'est une des formes les plus anciennes et les plus accomplies du règne végétal, qui s'est particulièrement adaptée sous les tropiques. 3000 espèces sont répertoriées, mais on est encore bien loin du compte. Ces plantes suscitent de véritables passions et les fous de palmier se retrouvent dans nombre d'associations, toujours à la recherche de celui qui manque à leur collection. Chez les Pierson, on n'échappe pas à cette boulimie. C'est une collection qu'on a créée en famille et on a accumulé au cours des années une très grande sélection au niveau des palmiers. Et ces palmiers, on les a stockés d'abord en serre, en ombrière.
Et petit à petit, on s'est dit, pourquoi pas essayer de créer un petit parc dans lequel on aura nos palmiers plantés avec plus tard une régénération, des graines, etc. Et créer une espèce de petit sanctuaire dans lequel on aurait une représentation des palmiers du monde entier. Enfin, il y a 39 espèces locales. On ne les a pas toutes parce qu'il y en a qui sont très rares. On a réussi donc à collecter des graines dans les forêts. Ça, c'est pour les espèces locales. Pour le reste, au cours des voyages, on a rencontré du monde à l'extérieur. On est allé visiter tous les jardins botaniques partout dans le monde. Et on a réussi à importer soit des graines, soit des plantules. On a la Cellora ferraiti qui est endémique à la Floride et qui pousse dans les marécages, dans les Everglades en Floride. Et c'est un très très joli palmier, malheureusement très très long à pousser. Naturellement, les plus jolis sont toujours les plus longs. Dans leur forme, les palmiers ont une complexité des plus subtiles. Généralement élégants, ils peuvent avoir parfois un aspect effrayant qui les rapproche de la bête. Alors voilà, ça c'est une espèce qui nous impressionne beaucoup parce que c'est un gros palmier déjà. Et après, on a l'impression d'avoir plus affaire au règne animal qu'au règne végétal. Avec ces petits poils, ces formes, on a l'impression d'avoir des écailles. C'est vraiment impressionnant. Il s'appelle Métroxylon et il est originaire du Vanuatu. Palmophiles de père en fils, les pierçons ont une espèce qui porte leur nom, le Quintiopsis piersoniorum. Manque une essence à leur collection, le cocofès. Endémique aux Seychelles, il est interdit de sortie. Mais peut-être trouvera-t-il un jour sa place dans ce parc régulièrement visité par des étrangers en quête de graines exotiques qui élargiraient leur collection. Païta, terre agricole, Païta, terre d'élevage. Évidemment, quand on a une propriété, on a aussi des chevaux. Le meilleur d'entre tous s'appelle Anou. Il a remporté à plusieurs reprises la prestigieuse Coupe Clark. C'est le chouchou des torfistes en Nouvelle-Calédonie. Anou est élevé ici, à Païta, dans une région qui s'appelle la Tamois, par son propriétaire Daniel Mourin. La journée commence comme un coup de pêche au communard. La plate en bois est mise à l'eau, mais en guise de ligne, on embarque la longe de l'athlète. Anou descend de son vent. Son propriétaire lui fait faire quelques pas d'échauffement sur la plage de Tambia avant l'entraînement proprement dit. 5 minutes de natation en pleine eau. Depuis 1 mois et demi, ce traitement a l'air de lui convenir à merveille. C'est pas spécialement pour le muscler, c'est plus pour lui donner du souffle. Et puis en même temps reposer un peu les articulations et les tendons. Et puis aussi surtout c'est pour le mental du cheval. Disons que ça le change de la routine de la piste et des galops. Une chance pour Daniel, ce superbe hongre qui vient de fêter ses 7 ans aime l'eau, car ce n'est pas le cas de tous les chevaux. Pour Tristram King, tout ça a l'air très bizarre. Pour un premier contact, l'élément eau lui paraît vraiment assez étrange. Après avoir été brossé, séché, Anou s'offre quelques friandises au soleil. De la bonne herbe là, c'est un bien. Elle n'est pas aussi bonne à la maison. Avant la course, petit travail en demi-vitesse avec son jockey Jason Warrington et Anou sera fin prêt pour la coupe. Ce très affectueux athlète, facile à entraîner, volontaire, aime courir, il l'a déjà prouvé à de multiples reprises. 40 courses, 25 victoires, 5 grands prix depuis le début de la saison et 2 Coupes Clark en 1999 et 2000. Cette année, il doit prendre sa revanche sur Zimagic, le vainqueur de l'année dernière, et il le sait. Avant de repartir, Anou s'offrira quelques caprices pour entrer dans sa remorque. Allez, on peut bien pardonner un peu de cabotinage à un champion.
Nous sommes ici sur la route du Montmou et c'est ici sur cette route qu'est installé Gilbert Foucault. Gilbert Foucault a ce site particulier qu'il est le seul taxidermiste de Nouvelle-Calédonie, un métier qu'il a appris tout petit avec son oncle. Et quand il est venu s'installer ici en Nouvelle-Calédonie, en fait, il n'imaginait pas du tout qu'il exercerait cette profession. Et puis en fait, il s'est aperçu très vite qu'il y avait une réelle demande, notamment du côté des chasseurs. Voilà une peau de bouc. En fait, voilà ce qui se passerait s'il était sur pied avant le dépouillage. Une fois que le dépouillage est fait, voilà comment ça se passe. L'animal est dépouillé complètement de son enveloppe et on retourne tout l'ensemble comme une chaussette, de manière à être beaucoup plus à l'aise pour travailler et pour gratter toute la peau avant le tannage. Bon. Alors voilà comment le cuir du bouc devrait être avant le tannage, et voilà comment il est avant. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est enlever le maximum de viande. Donc voilà, ce qu'on appelle écharner les peaux. C'est le plus important en fait, c'est le travail de la peau. Si vous ratez le travail de votre peau, bah, votre animal, vous ne pouvez rien en faire. Donc c'est très long. Bon, il faut surtout éviter de faire des trous dans la peau aussi, parce qu'après, ça demande un petit travail de couture. Et sur un animal entier comme celui-ci, il y a déjà suffisamment de couture à faire. D'abord, on travaille avec un pré-tannage, qu'on appelle un piclage en termes professionnels, qui va permettre au cuir du bouc, là, en ce qui concerne le bouc, de gonfler. C'est-à-dire que le liqueur tannant va pénétrer à l'intérieur du cuir et va commencer un pré-tannage. Ensuite, vous la laissez égoutter, et une fois qu'elle est très très bien égouttée, vous la mettez dans un tannage. En moyenne, une peau comme celle-ci, elle va rester entre 5 et 8 jours dans le tannage. Ce qui fait qu'ensuite, ça ne pourrait plus du tout pourrir. Et la peau peut rester comme ça après pendant des années et des années sans que rien puisse l'attaquer. Au final, un bouc entier sans le socle, hein, il y a une décoration au cerf, on peut faire des rochers artificiels et tout ça. Donc ça coûte 110 000 francs. Il faut compter 110 000 francs pour un bouc entier. C'est vrai qu'un beau bouc sur pied, installé dans une pièce qui est un petit peu avec du bois, avec une cheminée, bon, c'est une jolie décoration. Bon, tous les goûts sont dans la nature, mais il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça, et surtout beaucoup de chasseurs qui, eux, sont toujours à l'affût du beau trophée et de la belle peau, que ce soit un bouc, que ce soit un cerf, que ce soit autre chose. Hein. Voilà. On va en démonter un. Voilà l'œil de bouc. Ensuite, donc, on vient installer la peau comme ceci sur le bouc. Voilà, grossièrement. Ensuite, on vient faire donc la couture derrière, toujours derrière la couture, de manière à ce que le trophée, lorsqu'il va être accroché au mur, on ne verra pas la couture. D'accord? Une fois que tout est installé, voilà, comme ça. Ensuite, on vient lui mettre l'œil à l'intérieur avec une résine spéciale. Et voilà. Donc grossièrement, voilà comment on termine un trophée de bouc. Gilbert Foucault fait un drôle de métier. Avant, on aurait dit qu'il était empailleur. Maintenant, on dira taxidermiste. Il s'est fait connaître dans les foires agricoles de Nouvelle-Calédonie en présentant ses trophées. Et avec tous les chasseurs du Caillou, autant dire qu'il a du travail. Mais Gilbert Foucault a parfois eu d'autres commandes, pour le moins surprenantes. Est-ce qu'on vous demande parfois d'empailler des animaux domestiques? Ah oui, bien sûr. En Calédonie, c'est pas courant, mais il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire quelques chats, dont une petite chatte qui avait 21 ans, qui était morte, et une petite grand-mère qui était donc amoureuse de son animal, quoi. M'a demandé, enfin ses petits-enfants m'ont demandé de le naturaliser de manière à pouvoir continuer à le caresser et à le garder. Donc elle l'a tout le temps en permanence avec elle, et bon, elle est très heureuse comme ça, quoi. Ah, mon petit Murph. Ouh, fatigué ce chat. Des chats qui sont pas très bien nourris, ça. Et empaillé celui-là? Non, celui-là, c'est un vrai. Il sera jamais empaillé d'ailleurs. Voilà, nous sommes ici au musée de Païta devant la reconstitution de la maison de Tonton Marcel. Tonton Marcel qui est la vedette, le héros de la bande dessinée de Bernard Berger. Et devant lui, il y a son chien Massis, parce qu'ici en Calédonie,
On aime bien les animaux, en particulier à Païta, puisque chaque année, on consacre une fête à l'un d'entre eux, le bœuf. Certes, Païta est une terre d'élevage, mais elle célèbre tous les ans cet animal. La fête du bœuf ici, c'est un rendez-vous incontournable pour la population et pour les touristes. Et on peut en plus y déguster les parties secrètes de l'animal, ceci dit sans mauvais jeu de mots. C'est Madame Martinez-Pommier, commissaire déléguée, qui coupait le ruban de la 8e fête du bœuf de Païta, village de pionniers qui s'honore d'abriter les installations des fraisiers de Païta, dont la production embaumait les stands environnants. Madame Horry et son équipe savent allier qualité et productivité. Autre fleuron de Païta, la fermette de Nassandou, ici aussi le mot d'ordre reste la qualité d'abord. Innovation cette année, le public était convié à une baignade de bétail. La lutte tichicide reste une priorité pour l'éleveur. Excellente initiative signée de Patrick Grépeau et de ses cow-boys, ce fut un succès populaire. Je trouve que c'était très bien la baignade du bétail. Parce qu'on voyait, c'est vrai, rentrer les troupeaux, le marquage, tout ça on voit souvent, mais la baignade c'était vraiment, le travail qu'il y avait, c'était intéressant comme tout. Autre centre d'intérêt, la dégustation de ce que les bouchers appellent pudiquement les rognons blancs. Inutile d'adjoindre une version sous-titrée, c'est tout simplement les attributs qui manquent au bœuf pour en faire un taureau. Les gourmets étaient admiratifs, les superlatifs fleurissaient. À point, je dirais même qu'elles sont goûteuses. C'est votre première dégustation ? Oui. Alors, l'impression ? C'est bon quand même. Ouais. C'est la première fois que j'en mange, mais c'est bon. Ce sera peut-être au menu de la base aéronavale de Tontouta, le Pacha a apprécié. Le maître coq pourra s'inspirer des recettes de Christian. Je l'ai fait macérer, disons, dans une marinade environ une douzaine d'heures. Voilà. La cuisson ? Pour la cuisson, barbecue. Hein, mais par contre, bon, il y a beaucoup de façons de les faire. Il y a un truc aussi qui est bon, c'est avec de l'ail, du persil, beurre et puis un filet de vin blanc. Hein. Monsieur le maire ne pouvait éviter cette étape gastronomique hors du commun. Il y en avait 30 kilos à déguster, hélas pas pour tout le monde. L'année prochaine, le cuistot a prévu beaucoup plus fort. Autre atout de la commune, l'activité minière. Perchée à plus de 1000 mètres d'altitude, la mine Vulcain produit chaque année quelques 300 000 tonnes de minerais pour le Japon, son client exclusif. On n'accède pas facilement à la mine. 35 km de pistes en lacets séparent le site du quai de chargement. Et le groupe Montagna, qui a obtenu la concession de cette mine, fait de gros efforts de revégétalisation pour préserver autant que possible l'environnement. 1970 restera dans les mémoires comme l'année du boom. Les prix du nickel s'envolent, l'activité est intense. Beaucoup de mines, comme celle-ci, sont exploitées puis mises en sommeil, en attendant une nouvelle embellie des cours mondiaux. Ce n'est qu'en 1999, après une longue campagne de prospection, que Vulcain reprend vie avec le groupe Montagna. Bon an, mal an, 250 à 300 000 tonnes de minerais sont exportées vers le Japon, mais au prix d'efforts considérables. Elle est très difficile du point de vue de son exploitation, principalement parce qu'on a beaucoup de parties rocheuses dans le minerai. Et deuxièmement, on est très éloigné du bord de mer, donc du wharf de chargement. On a 32 km de roulage, ce qui est assez exceptionnel pour les mines du territoire, donc ce qui rend l'exploitation quand même difficile. La chance pour nous, c'est qu'on a un minerai de bonne qualité, notamment par rapport à la basicité, ce qu'on appelle, donc un minerai qui est de bonne qualité pour les fours. Actuellement, 80 personnes travaillent sur le site, dont une quarantaine d'intermittents recrutés sur la commune, ainsi qu'une quinzaine de contracteurs responsables du roulage entre la mine et le quai de chargement. Depuis la reprise de l'exploitation, l'accent est mis sur la préservation de l'environnement. Il passe par les campagnes de sondage héliporté. C'est une obligation, on va dire, par rapport à l'antipollution, qui fait que pour ne pas détériorer le maquis qui est endémique à ce site, enfin au maquis minier, on utilise l'hélicoptère pour ne pas le détruire et puis prouver qu'on a du minerai avant d'arriver à faire des routes et détruire éventuellement quelque chose. Gérer les eaux de ruissellement, consolider les déverses à stériles et revégétaliser, en favorisant bien sûr la repousse des espèces endémiques qui composent généralement le maquis minier. Toutes ces actions répondent à un double objectif: respecter l'environnement, mais aussi préserver l'avenir dans l'optique d'une exploitation à long terme.
En haut du col de la Pirogue, on est souvent dans la brume. Il faut savoir qu'ici, c'est l'un des endroits les plus froids de Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, c'est aussi l'un des rares endroits où on utilise le chauffage. En haut du col de la Pirogue, l'air est plus pur qu'ailleurs. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles, dans les années 50, on a établi ici un sanatorium. Comme dans un livre de Thomas Mann, nous sommes sur une montagne magique. Créé dans les années 50, le sanatorium du col de la Pirogue accueille aujourd'hui d'autres pathologies que la tuberculose. Ce centre de soins et de repos peut accueillir une vingtaine de patients. Ça va? Fromage et pain? Ben voilà. Il faudrait que vous preniez la collation systématiquement à 9 h. C'est comme hier soir. Vous voyez? La nuit ici, la température glisse sous les 5 degrés. C'est sans doute le seul endroit de Nouvelle-Calédonie où on utilise des radiateurs. Les malades ne diront jamais s'ils ont froid. Il y a le radiateur là quand même. Oui, mais des fois, C'est froid la nuit ici là? Très. Ah oui. Très froid. La tuberculose diminue nettement en Calédonie. Il y a encore cependant des nouveaux cas. Ce service reste ouvert à ces patients qui montent ici sous la condition, bien entendu, de ne plus être contagieux. Donc ils sont traités en isolement à Gaston-Bourré, montent ensuite ici. Mais ce qui est prévu dans ce centre, en fait, c'est d'ouvrir le service en tant que soin de suite médicale aux autres spécialités que la pneumologie, qui est actuellement dominante dans ce service, et en particulier la neurologie, la cardiologie, la médecine interne. Tout ça dans le but de désengorger les lits de l'hôpital Gaston-Bourré. Et toujours dans l'esprit d'une mission d'éducation, que le patient devienne autonome par rapport à sa pathologie. Un médecin, 5 infirmières et 2 aides-soignantes suffisent à faire tourner le centre du col de la Pirogue. Les patients séjournent en moyenne 25 jours. La vie est quasi monacale, mais dans un environnement parfait. On peut même dire qu'il y fait bon vivre. Les pétroglyphes font partie des vestiges archéologiques de Nouvelle-Calédonie. Il reste d'ailleurs encore une énigme. Plus de 350 sites de pétroglyphes ont été découverts un peu partout en Nouvelle-Calédonie, en particulier aux îles Loyauté, à l'île des Pins, comme ici, au col de Katiramona, sur la commune de Païta. Après le cyclone Erika, ce dernier site est devenu inaccessible et les élèves d'une classe du lycée Jean 23 de Païta ont donc décidé de tout mettre en œuvre pour remettre ce site en état, ce qui a permis de découvrir de nouveaux pétroglyphes qui étaient oubliés. L'importance de ce site, c'est que nous sommes en présence d'un site où il y a beaucoup de variétés de motifs. Nous avons des cercles qui s'emboîtent, nous avons des formes rectangulaires, comme nous les verrons sur la roche Langereau plus au-dessus. Et là, comme vous voyez au sol, nous sommes devant des motifs de pétroglyphes appelés des cercles qui s'emboîtent, des cercles s'emboîtant. Les pétroglyphes sont relativement nombreux en Calédonie. Plus de 350 sites ont été découverts et étudiés, ce qui a permis de relever près de 6000 motifs. Ils ont laissé dans les pierres des sillons profonds et réguliers, qui sont autant de témoignages d'un passé préhistorique, impossible à dater avec certitude. Le site de Katiramona s'étend sur plus de 150 mètres dans la partie encaissée d'un crique. Pour le rendre à nouveau accessible, les élèves du lycée Jean 23 ont déblayé les détritus laissés par le cyclone Erika. Ils ont découvert du même coup la richesse de leur patrimoine. Ça se raconte une histoire des ancêtres avant. C'est une trace? On sait que c'est nos ancêtres, mais c'est pas sa date de quand. J'ai entendu parler, mais jamais vu. Puis c'est chaud quand même, joli. Croix, spirales, cercles, cupules, représentations humaines ou animales stylisées, que sait-on aujourd'hui de la signification profonde des pétroglyphes? Moi, je me baserai sur le fait que la tradition en Calédonie, c'est une tradition orale. Donc nous avons beaucoup perdu de cette tradition, d'où à retrouver vraiment la signification d'un motif de pétroglyphe. Pour moi, la signification a tout simplement disparu avec la tradition orale. Selon les archéologues, à partir du 1er millénaire après Jésus-Christ, une partie des pétroglyphes de la Grande Terre s'expliquerait par la nécessité de définir des limites foncières, mais les interrogations demeurent. Seul un nouveau Champollion pourrait peut-être trouver la clé.
Nous sommes au Falais Phono, le cœur culturel de la communauté wallisienne et futunienne de Païta. Et avec nous, deux invités pour En Commune. Willy Gataou, qui est le lien entre la communauté wallisienne ici à Païta et la mairie. Et également Christiane Kaikile-Kofé, qui est, elle, membre de l'association des Wallisiens et Futuniens, qui gère en quelque sorte et qui occupe très souvent ce Falais Phono. Willy, on va commencer avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Willy, il y a ici à Païta un conseil coutumier des Wallisiens. C'est le seul de Calédonie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu son histoire ? En fait, la loi permet, dans le cadre du renforcement de la participation des habitants de la commune, la création de comités consultatifs. Donc le maire a souhaité dans ce sens, justement pour favoriser la participation notamment de la communauté wallisienne et futunienne, créer ce comité sur Païta. Donc il existe depuis 2001, donc ça va faire 2 ans. Alors comment se déroulent les rapports entre la mairie et la communauté wallisienne? Est-ce qu'elle est consultée à chaque fois pour tous les projets de la commune, ou est-ce que son rôle et son intervention ne concernent que la communauté wallisienne? Donc son rôle, il se limite effectivement sur les décisions, aux décisions et les actions qui concernent précisément la communauté wallisienne et futunienne. Donc comme son nom l'indique, c'est un comité consultatif qui permet à la fois de rassembler la communauté wallisienne et futunienne de Païta et de participer aux décisions au niveau des actions municipales. Christiane Kaikile-Kofé, vous êtes donc membre de l'association culturelle des Wallisiens et Futuniens de Païta. Ici au Falais Phono, qu'est-ce que vous faites? Donc au Falais Phono, nous mettons en place des ateliers en fait de tressage, la façon wallisienne en fait, au niveau du tressage, notamment des réunions sont mises en place où les différents chefs coutumiers se réunissent. Vous avez justement des liens étroits avec le conseil consultatif coutumier, ou est-ce que vous êtes une structure indépendante? Nous sommes une structure indépendante en fait. Les actions que nous menons sont tout à fait donc libres. Donc nous n'avons pas à consulter, à demander conseil en fait à cette structure. Quand vous vous réunissez ici au Falais Phono, est-ce que ce sont uniquement des rencontres culturelles, des réalisations artisanales, ou est-ce qu'il arrive que vous réfléchissiez, notamment les femmes, à l'avenir de la commune, aux possibilités de la commune? Est-ce que vous pourriez demander à la commune? Non, entre autres, en fait, des activités purement propres à la communauté wallisienne et futunienne. Nous sommes quand même aussi ouverts en fait, aux autres communautés, notamment à part toutes ces activités artisanales, là, comme je le disais au début, il y a également des soirées qui sont mises en place, des bals, des mariages. Christiane, merci. Willy, merci d'avoir accepté d'être les invités de En Commune pour cette semaine. On termine tout de suite en musique avec un enfant de la commune, Jimmy Wedin. Enfant blanc, enfant noir, toi qui traînes tard le soir, tu dérives de rue en rue, tu avances pour que ça remue, mais rien, au fond rien, ne calme ton chemin. Souvent tu viens là, te plaindre va savoir pourquoi. Tribunaux de l'alcool viennent te condamner à 6 cartons de bière et de bouteilles carrées. Attention ghetto, attention ghetto, Peut-être grand-père nous regarde là-haut, il pleure la magie de ses eaux, de voir ses enfants qui déraisonnent, qui ne respectent plus personne. Quand ses larmes viennent mourir sur la plage, c'est pour toi qu'elles viennent du large. C'est